Bonjour et bienvenue dans le Cambio Gap, l'émission qui mène la lumière sur toutes vos interrogations en matière d'assurance. Je suis Gloria Ousso. Aujourd'hui, nous n'allons pas forcément parler d'assurance, mais nous allons écouter un discours vrai, authentique et sans filtre. On aura un partage d'expérience de deux dirigeants, M. Gaston Dosouza et M. Malik Amadou. Bonjour messieurs et bienvenue dans le Cambio Gap. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. Bonjour. Bonjour Gloria. Bonjour Monsieur De Souza. Alors, je vais vous laisser vous présenter et je vais d'abord commencer par Monsieur Amadou. Je suis Malik Amadou, financier de formation et je dirige l'Africaine de gestion d'actifs, société de gestion d'actifs agréée par l'autorité des marchés financiers. Notre rôle, c'est de faciliter l'accès du marché financier aux personnes lambda, personnes physiques et personnes morales, afin de leur permettre de fructifier leur investissement et de construire leur prospérité. D'accord. Et vous, Monsieur De Souza? Je suis Gaston De Souza, manager général de la Générale des Assurances du Bénin, une compagnie qui existe depuis 26 ans aujourd'hui et qui est agréée dans les branches d'assurance de dommages. Donc nous commercialisons tout ce qui est solutions d'assurance santé, automobile, multirisque, responsabilité, transport, etc. D'accord. Donc nous sommes avec deux managers des finances. Ma première question va être la suivante. Quand vous avez levé votre costume, la pression et tout le reste, qui êtes-vous vraiment? Alors pour ma part, je pense être comme tout le monde, hein? Un ami, un père de famille qui essaye de remplir ses obligations, ses engagements vis-à-vis de ceux dont il répond, vis-à-vis de sa communauté et vis-à-vis également de l'État. Est-ce que cette pression vous empêche d'être qui vous êtes réellement? Quelle pression? La pression de tous les jours, parce que être à votre niveau aujourd'hui, j'imagine que ça a été un long parcours, beaucoup de challenges. Est-ce que cette pression vous empêche d'être Malik au quotidien? Non, je pense que c'est la personne que je suis qui m'a amené où je suis, donc il n'y a pas une pression de ce point de vue-là. Il y a une pression certes dans les engagements, dans les objectifs à atteindre, mais vu que je suis moi-même de base une personne assez curieuse, portée sur la discipline, sur l'ouverture et qui recherche un impact dans tout ce qu'il fait, un impact au-delà de ma personne, ce n'est pas en tant que tel une pression à ce niveau. D'accord. Cette discipline dont vous parlez, est-ce que ça se retrouve juste dans votre travail ou même dans la vie quotidienne? Alors ça se retrouve partout, hein. C'est dans mon ADN, c'est qui je suis. La discipline, c'est très important. Je pense que c'est la colonne vertébrale qui me permet de tenir debout. Donc, à mon avis, c'est l'élément le plus important. Donc, j'essaie le plus possible de la cultiver dans tous les aspects de ma vie. Monsieur De Souza, qu'est-ce qui vous guide quand personne ne vous regarde? Comment vous arrivez chaque jour à en faire davantage? Alors pour arriver à en faire chaque jour davantage, je pense que au-delà des engagements, je veux dire, qu'on prend, des engagements professionnels et bien d'autres, il y a ce miroir qu'on a en face de soi et qui doit refléter nos aspirations propres. Qui est-ce que je veux être? Où est-ce que je veux être dans 3, 5, 10 ans? Et en fonction de ça, vous êtes obligé de suivre un parcours, de suivre un processus pour pouvoir y arriver. Et donc ça reste pour moi un miroir, une manière pour moi de tenir la route quand le moment de lassitude arrive parfois, parce que bon, ça ne manque pas d'arriver à des moments donnés. À des moments donnés. Ouais. Vous avez également ce plan, ce guide que vous suivez pour y arriver, Monsieur Amadou? À tenir mes objectifs? Oui. Oui,
Forcément, je suis une personne qui aime beaucoup planifier et je suis plus à l'aise lorsque j'ai un plan à moyen long terme. Je suis à l'aise lorsque je dois dérouler un plan sur 3 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Et l'inconfort pour moi, c'est lorsqu'il n'y a pas de plan. Lorsqu'on doit improviser à tous les niveaux, c'est à ce moment que je ne suis pas à l'aise. Par contre, lorsque il y a un plan et que tout ce que j'ai à faire, c'est rester cohérent dans le plan, ça va. Le plan a 3 ans décliné annuellement, mensuellement, hebdomadairement. Et peut-être au niveau hebdomadaire, je peux improviser par moment. Mais je sais que je suis dans la grande image du plan, la grande vision qui est en train d'aller. Donc le plus important pour moi, souvent, c'est quelle est la vision que je sers au quotidien. Lorsque La je vision. suis devant une décision, devant un challenge, une situation qui n'est pas forcément confortable, la question que je me pose, c'est où est-ce qu'on sera dans 3 ans? C'est ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que ça aura comme impact Dans 3 ans. d'ici 3 ans? D'accord. Je serai plus à l'aise de prendre une décision difficile aujourd'hui, mais dont je sais qu'on aura les résultats dans 3, 5, 10 ans, plutôt que lorsque j'ai pas une visibilité sur l'impact futur. Donc, à mon niveau, l'impact futur est très important dans ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire aussi que je ne regarde pas l'immédiat. Hein. Après, le management, c'est aussi la gestion de l'immédiat, parce que les gens autour de vous ne comprennent pas toujours, comment dire, le bien fondé de ce que vous leur demandez aujourd'hui. Et on peut le voir même à l'échelle du pays. Hein. Les gens ne comprennent pas toujours en quoi la difficulté... Il faut être visionnaire pour le comprendre. C'est ça. Mais lorsqu'on prend le temps de se poser et de se projeter au-delà de sa personne et au-delà des impératifs qu'on a devant soi aujourd'hui, on voit l'impact futur qu'on aura. Et on voit le bien fondé de la décision. D'accord. Donc voilà un peu. Merci. Monsieur De Souza, tout à l'heure, quand je vous écoutais, vous avez dit il y a des moments où il peut arriver, il y a une lassitude. Quand viennent ces moments, comment vous arrivez à les surmonter? Qu'est-ce qui vous booste? Les moments de lassitude peuvent arriver, c'est vrai, mais il est important de les rendre le plus espacés possible, d'accord? Ou quasiment pas, tant qu'on peut. Okay. Mais quand ça arrive, il est important de garder son calme, je trouve. Parce que il est très vite arrivé la mauvaise prise de décision lorsque vous êtes dans un état émotionnel de basse fréquence. Et donc, prendre son calme, comme je dis, ne pas perdre de vue les engagements qui sont les vôtres ou les nôtres en ce moment-là. D'accord. Et faire appel au sens de responsabilité qui est le nôtre. Parce que si vous avez pris un engagement, il est important de ne pas oublier la responsabilité qui est la vôtre derrière, de pouvoir honorer ces engagements. Que ce soit des engagements professionnels, que ce soit des engagements familiaux, etc. Envers la société. C'est important de ne pas perdre cette responsabilité. Et partant de là, la lassitude peut venir de plusieurs sources. Hein. Ça peut être un état de fatigue physique. Oui. Alors là, c'est carrément le repos, sans poids des machines. Ou aller courir quand c'est vraiment de la pression. La pression. On peut pas forcément soulever des haltères comme tout le monde, mais courir, marcher, ça fait beaucoup de bien. Et ensuite, prendre le temps de revenir à sa feuille de route, de voir qu'est-ce qui est fait. D'accord. Qu'est-ce qui n'est pas encore fait, qu'est-ce qui reste à faire pour véritablement atteindre un mini-bilan à chaque fois. Exactement. Mais je voudrais également appuyer un point. Il est important pour nous, en tant que manager, de ne pas porter toute la responsabilité sur nos épaules parce que
lorsque tu te retrouves dans une position où tu te sens responsable de tout le monde et que tu veux porter la charge de tout le monde, la charge devient impossible à porter. Un peu lourde à porter. La charge devient impossible à porter et on va très vite vers le burn-out parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est également des êtres humains. On a des familles qui comptent sur nous, qui nous attendent et qui aimeraient bien nous garder vivants encore longtemps. Pendant longtemps. Et je vous le souhaite. Donc, Je vous lorsque le moi je souhaite. me retrouve dans les situations de doute ou les situations difficiles, les situations où je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, ce que moi je fais d'abord, c'est de ralentir. D'accord. Je suis dans un métier de la décision. Et tous les jours, il faut prendre des décisions qui impactent les gens et tout ça. Donc, ce que je fais d'abord, c'est de ralentir. Ralentir, écouter mon corps, voir l'impact que c'est en train d'avoir sur moi, Ok. comment je le sens dans mes membres. Et c'est quelque chose que je sens vraiment. Hein. Lorsqu'il y a le stress, je sens des douleurs dans le corps. Ça me fait mal ici, ça me fait mal là. Je sais que je suis stressé. Et vous faites quoi pour atténuer ce stress, cette douleur? Alors, tiens, une fois, j'étais dans une réunion. Ça, je venais de commencer. Je n'étais pas habitué à ce niveau De pression. de pression et autres. Donc, j'étais sorti d'une réunion qui a duré pratiquement 3 heures de temps. Et ça a été vraiment stressant pour moi. C'était effarant. Je suis sorti de la réunion. Dès que je suis sorti, j'ai commencé à marcher dans la rue. Oh. Oui, j'ai commencé à marcher. J'ai marché. J'ai marché genre 45 minutes comme ça. Waouh, 45 minutes. Jusqu'à ce que je ne sente plus du tout. Vous avez pu évacuer. Mais ce n'est même pas que j'ai prévu, hein, c'est venu instinctivement. Je me suis levé seulement et j'ai commencé à marcher. Je suis sorti du bureau, j'ai descendu les escaliers et puis j'ai commencé à marcher. J'ai pris juste une direction, j'allais. Je ne pensais même pas, j'essayais de vider mon esprit. Parce que il y a la tentation, lorsque tu as la pression comme ça, de revenir répercuter la pression sur tes collaborateurs et autres. Et eux, ils n'ont rien demandé. Si tu les stresses comme ça tous les jours, ils ne vont pas être motivés pour venir travailler et ils ne pourront pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il faut pouvoir leur parler de manière à ce qu'ils puissent comprendre et non, comment dire, moi je sens la pression, voilà, donc sur je mets la pression aussi. Non, il faut être humain dans la gestion des gens. Donc, c'est comme ça, j'ai marché, sans me rendre compte, j'avais 45 minutes de marche. Je transpirais de partout. Avec des souliers. Oui! Dans mon costume, et puis j'ai transpiré dans le costume. Donc j'ai appelé mon chauffeur, après il est venu me chercher là où j'étais. Il m'a ramené au bureau. Et puis la journée a continué. Donc c'est des choses comme ça. La journée a quand même continué. Oui, on n'a pas le choix. Donc c'est des choses qu'on ne dit pas toujours. C'est des choses qu'on ne dit pas. Je ne sais pas si j'ai jamais dit ça quelque part. En tout cas, merci de partager cela avec nous ici. Tout à l'heure, Monsieur Amadou nous a fait part un peu de ce qu'il a vécu. Vous, comment vous arrivez à faire en sorte de ne pas mettre cette pression sur d'abord vos collaborateurs, sur votre famille, vos amis? Comment vous arrivez à contenir tout ça en vous? Il n'est pas toujours évident de contenir tout ça. Je suis sûr que malgré l'effort qu'il a fait, une fois de retour au bureau, ses collaborateurs proches ont senti la différence de personnalité de l'homme. D'accord? Et pour lui, c'est comment est-ce qu'il traduit ou retranscrit ce message-là à l'endroit de son équipe, pas pour les ménager, non, mais qu'ils comprennent réellement le message sans verser dans les détails. Dans les détails. Okay. Et c'est pour ça il est important, quel que soit le cas de figure, pour moi, oui, de tenir le discours vrai aux équipes. Parce qu'elles ont parfois l'impression que c'est l'affaire du DG. Il va rencontrer les administrateurs. Ils vont se gérer là-bas entre eux. Et puis, ça ne me concerne pas. Moi, j'ai un salaire. Voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Encore que ce qu'il avait à faire, si ça avait été fait, eh bien, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Et donc, c'est vrai, il faut encaisser.
On ne peut pas toujours déverser de manière brute, pardon, le contenu de ce qu'on a reçu, mais c'est important de passer le De message. passer le message. Et donc, il y a cette charge mentale que le dirigeant, en fait, il encaisse Oui. et qu'il essaye de diluer du mieux qu'il peut pour que ce soit digeste Pour collaborateurs. voilà. Et donc, quand je parle de responsabilité, en fait, il y a tout ça dedans. D'accord. Ma prochaine question, Monsieur Amadou, avez-vous un rituel, une méthode qui vous aide à mieux organiser chaque année? Genre la planification, c'est ça? Au-delà de la planification, est-ce qu'il y a un rituel particulier? Vous planifiez, d'accord, mais pour pouvoir suivre ce que vous avez prévu, comment vous faites? Bon, c'est l'organisation, hein. C'est deux mots, la discipline et La l'organisation. discipline, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est l'organisation, la discipline, les deux vont de pair par rapport à la planification. Donc, moi, j'aime souvent les plans longs, comme je disais plus Oui. tôt. Donc, j'ai besoin d'une vision à 3 ans, 5 ans. Par rapport à là où je suis aujourd'hui, j'ai besoin de savoir où est-ce que je suis en train de prévoir être dans 5 ans. Comme 5 ans. Cette vision me permet de tenir au quotidien. D'accord. Et ça, maintenant, c'est décliné année après année. Donc, 2025, j'ai prévu ceci. 2026, c'est prévu, etc. Donc, voilà. Et puis, il y a des points périodiques. Un peu comme M. Dosouza l'a dit tout à l'heure, des mini-bilans. Voilà, des points périodiques qu'on fait hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, et puis annuellement. Il y a des points périodiques qu'on fait pour ajuster. D'accord. Et moi, je le fais pour l'entreprise et pour moi-même. Voilà, c'est ce que je voulais demander parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que c'est beaucoup professionnel. Je voulais demander, mais dans votre vraie vie, Oui, c'est pareil, hein. en fait, les deux mondes se confondent un peu. Est-ce Ils que se vous confondent arrivez pas, à c'est faire la... différent. Voilà, justement, Non, moi, je dites-nous. fais vraiment la part. Comment vous arrivez à faire la part des balance, choses? que c'est pour un dirigeant, que c'est une utopie, la séparation de la vie professionnelle, de la vie personnelle. Oui. Moi, je ne suis pas de cet avis-là parce que j'ai tendance à débrancher lorsque je quitte le bureau. En faisant quoi, par exemple? Après une certaine heure, je n'ouvre plus mes emails. D'accord. Après une certaine heure, après 21h, 22h, je ne regarde plus mes emails. Et vous, Monsieur Dosouza? C'est assez difficile. D'accord. C'est assez difficile, enfin, pour moi, quand vous êtes dans une période où les engagements sont... Ouais, mais parce que justement, quand moi je fais quelque chose, je m'assure de pouvoir le faire longtemps. Si je dois checker mes emails à minuit, est-ce que je veux qu'on faire ça jusqu'à 50 ans? Je pense pas. Donc, je m'organise de sorte à ce que ma méthode soit pérenne. Ok. Donc, après 22 heures, je ne regarde plus des mails. Ça, c'est votre méthode à vous. Et vous? En fait, ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. C'est vrai que quand vous quittez le travail, il est important de se déconnecter. Se déconnecter un moment. Que la famille ne sente pas ce détachement. Où c'est déjà arrivé par le passé, hein, où on dit, enfin les enfants m'appellent Daddy, il est tout le temps au boulot. J'ai dit non, il faut pas faire cette erreur-là. À partir d'un moment, la déconnexion s'est imposée. Mais quand il y a des moments, quand arrivent des moments de pic, Ouais, bon, ça voilà, il est important de suivre. De suivre. Ouais, tout à fait. c'est ça. Bon, moi j'ai l'habitude de me dire une chose, hein. Le repos fait partie du travail. D'accord. On a demandé à, je ne sais plus, c'est Mike Tyson, ben, si on lui donnait 24 heures pour tailler un arbre, il prendrait 6 heures, pas 12 heures, pour affûter sa hache. Ouais. Les gens ont tendance à sauter directement sur le travail qu'on leur donne, en négligeant la préparation. Moi, je préfère me préparer longtemps. Et la préparation, elle est, comment dire, Capitale. c'est dans le travail, mais c'est aussi personnel. Au niveau des émotions, au niveau du repos, du mental, il faut être préparé aussi. De telle sorte que lorsque tu attaques, tu puisses être efficace
le plus important, c'est pas le nombre d'heures. Je vois les gens bon, ça, il y en a de moins en moins. Avant, les gens se vantaient. Moi, je travaille 12 heures par jour, Oui, parce que 14 heures par un jour. jour, c'est On pas voit ça de moins en De moins. moins en de moins. moins en moins. Faut travailler, mais C'est de pas le manière nombre d'heures, efficace. c'est l'efficacité. Le résultat, Les deux résultats qui C'est comptent, le- c'est l'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est le fait de prendre moins de temps pour fournir un travail de meilleure qualité à un coût réduit. C'est ça, Parlant c'est ça d'efficacité, l'efficacité. je vais passer votre mot pour chercher à mieux vous connaître. Et je vais commencer par vous, Monsieur Amadou. Vous êtes au niveau où vous êtes là actuellement. C'était quoi votre parcours scolaire? Et chaque jour, est-ce que vous continuez par étudier? Comment vous faites pour maintenir quand même ce niveau et cette performance qui se voit au sein de vos équipes? Ouais, j'étudie tous les jours. Avant de venir ici, je pense que j'ai déjà lu genre 10 pages de quelque chose, hein. Entre le moment où je me suis réveillé et le moment où je me suis pointé ici, donc j'ai déjà lu beaucoup de choses, hein. Ça fait partie de ma routine. Dans la voiture, au bureau, partout, je lis beaucoup. Moi, je lis au quotidien, Lecture. j'apprends en permanence. C'est vrai que je fais une formation en parallèle aussi qui m'oblige à lire, mais au-delà de ça, moi, j'ai toujours eu cette culture-là, cette hygiène personnelle d'apprendre en continu. On continue. Voilà, je pense que c'est capital, hein, pour rester dans le game. Il faut pouvoir Pour pas devenir obsolète. très vite, voilà, si vous ne mettez pas à jour vos connaissances, connaissent. vous devenez tout de suite obsolète, hein. Et je suis sidéré surtout lorsque je rencontre des seniors, Oui. des gens qui ont genre 20 ans de plus que moi, 30 ans de plus que moi, Oui. qui lisent et qui me parlent de leur lecture. Alors ça me montre que je n'en fais pas assez et qu'il faut même que Excellent. j'accélère la cadence. Donc on ne peut jamais s'arrêter d'apprendre, à mon avis. Il faut jamais s'arrêter. C'est capital. Capitaine. Et vous, Monsieur De Souza, je vous pose la même question. La même question, oui. Alors, Déjà, votre parcours, je vais peut-être revenir avec vous, Monsieur Amadou. Vous allez me parler également de votre parcours scolaire, votre parcours. sur mon parcours scolaire, j'ai été un écolier, un élève, un étudiant. J'ai fait un bac scientifique, une série D. Et à la suite du baccalauréat, malgré cette série scientifique, j'étais très porté sur les lettres. J'aimais beaucoup lire, j'aime beaucoup lire aussi. Mais il fallait faire un choix. D'accord. Il fallait faire un choix en ce moment. Et j'ai reçu un conseil d'une tante à moi qui donnait des cours à l'Institut international de l'assurance au Cameroun. Au Elle m'a dit, Cameroun. ben, c'est un profil qui serait très bien pour toi parce que tu aimes ci, tu aimes faire ça et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le choix de ma formation. Et je la remercie aujourd'hui parce que Merci à cette tante. elle a eu le nez creux. Et donc, pour venir au point suivant, bon, bien entendu, après la formation, j'ai débuté ma carrière avec NT Assurance, Oui. où j'ai passé 16 années. 16 années au cours desquelles, je vais dire, j'ai gravi progressivement Les échelons. les échelons, parcouru différents départements ou périmètres de notre métier et qui m'ont permis de capitaliser, je vais dire, l'expérience ou le savoir-faire que j'ai aujourd'hui. Pour en venir à la deuxième partie de la question, il est important de ne pas arrêter le processus. D'accord. De ne pas arrêter le processus en ce sens où ce qui vous a amené à un point, eh bien, il ne suffit pas à vous porter au-delà. Okay. Et donc, si vous vous inscrivez dans une vision telle que Malek l'a dit tout à l'heure, que vous vous projetez sur les 3, 5 et 10 prochaines années, vous vous rendez compte de manière factuelle, eh bien, que vous avez tout fait d'être dépassé par les événements si vous ne vous actualisez pas au quotidien. Donc, ça peut être
comment je vais dire, de la mise à jour de compétences déjà acquises, Oui. de l'apprentissage sur de nouvelles compétences ou même de la formation de longue durée, etc. Il est important de ne pas arrêter le processus. D'accord. Et c'est ça qui continue de vous porter, en fait. Si vous vous contentez du fait que vous soyez un directeur général, je veux dire, de compagnie d'assurance, ben le jour où vous ne produirez pas du résultat, parce que c'est pas C'est pas le titre qui fera les chiffres. C'est pas le titre et c'est un poste dans lequel le jour où on vous met, on vous installe, commencez à préparer également la suite. Parce que vous êtes là pour une mission, pour un résultat. Si vous ne le produisez pas, ce résultat, vous n'êtes pas l'homme de la situation. Et donc, c'est une chaise musicale. D'autres sont passés avant vous, d'autres viendront après vous. Donc, il faut continuer de produire du résultat pour maintenir voilà. Et ça passe pas forcément une mise à jour. D'accord. Monsieur Amadou, pour revenir au premier volet de ma question, votre parcours scolaire. Je vais répondre comme Gaston. Moi, j'ai fait aussi pas mal de villes au Bénin. J'ai fait un bac C et j'ai étudié les sciences économiques. Après, je suis venu faire banque finance. Bon, lorsque j'étais en terminale, j'ai rencontré un ami, le grand frère d'un ami qui faisait les sciences éco. Oui. J'ai un peu feuilleté ses livres. Je me suis dit, ça m'intéresse. Donc, dès que j'ai eu mon bac, je suis allé directement de ce côté-là. Après, lorsque j'étudiais en sciences économiques, j'ai analysé les débouchés et j'étais plus attiré par le secteur du marché financier, là. D'accord. Plus le marché financier. Donc, je suis allé faire une licence en banque et finance pour me rapprocher un peu plus de ce secteur-là. Après, il faut dire que le marché financier, c'est assez fermé, c'est assez difficile d'accès au début, surtout dans ces années-là. Et il fallait faire certaines écoles, il fallait avoir certaines connexions. Donc, moi, je sais que je fais marché financier, donc j'ai accepté un poste commercial. Alors que je suis de nature très timide, même tout mon parcours scolaire, si c'était pas mes notes qui parlaient pour moi, on ne sait pas que je suis dans la salle. Non, j'ai accepté ce poste. C'était un grand challenge pour moi, mais je me suis dit, vu que je veux être dans les finances, même s'il faut entrer par la petite porte, j'entre par la petite porte, il n'y a pas de souci. Donc, comme monsieur Donsouza, vous avez gravi les échelons. Oui, bien sûr, j'ai fait Vous n'êtes pas devenu DG du jour au lendemain. Non, personne ne devient DG du jour au lendemain. J'ai fait pratiquement tous les postes dans le secteur. Bon, je n'ai pas autant d'années d'expérience que Gaston, mais moi, j'ai fait tous les postes relatifs à mon secteur. Donc, ça m'a permis d'avoir une vision panoramique sur l'activité. Oui. Et ça me bénéficie aujourd'hui de ma position parce que je peux discuter techniquement avec chaque département. Sur tous les sujets. Sur les différents aspects de leur métier. Je peux avoir des discussions techniques poussées avec chaque département. Donc, c'était ça. C'est ce que ça a donné, in fine. Je suppose que c'est pareil pour vous, monsieur Donsouza. Oui, c'est bien ça. Et en fait, pourquoi il est important de maîtriser son sujet? Quand vous devenez directeur général ou quand on vous nomme directeur général, il y a le caractère général. C'est-à-dire que vous n'êtes pas directeur d'un périmètre. Oui. Vous êtes directeur général. Oui. Et en même temps, vous devez vous assurer de la bonne exécution de l'activité au niveau de chaque périmètre. D'accord. Ce qui vous oblige, en fait, quand vous savez quel est votre rôle, quelle est votre mission, ce qui vous oblige à connaître le sujet. D'accord. Et là, forcément, il faut aller apprendre. Il faut aller apprendre. Moi, au départ, mon métier me destinait tout de suite à une carrière de très bon technicien en assurance. Mais pour devenir manager général, j'ai très tôt compris que être un bon technicien ne suffisait pas. Il faut aller chercher
gérer l'approche humaine Oui, du métier, la fonction commerciale. Il faut comprendre le sujet le sujet. pour pouvoir donner des orientations. La finance, même si vous n'êtes pas un financier pur dur, vous savez analyser des chiffres pour pouvoir prendre des décisions, etc. Donc c'est vraiment important dans notre rôle de directeur général, de D'accord. pouvoir eh bien, ratisser le plus large possible. Parfait. Pour vous, quand il s'agit de priorités dans les prises de décision ou même au quotidien, dans votre vie privée, comment vous arrivez à faire la différence entre ce qui est prioritaire et ce qui n'est pas prioritaire? J'accélère dans ma tête. La conséquence, la décision dans 3 ans, 5 ans. Toujours la planification. À ce moment, ça devient clair. Là, ça me permet de savoir est-ce que c'est une bonne décision ou pas. Quel sera l'impact de cette décision à long terme? Et puis après, je regarde aussi le court terme. Mais d'abord le long terme. Mais quand c'est quelque chose qui n'était pas prévu, une prise de décision qui vous chamboule dans tous les sens, comment vous y arrivez? Parce qu'après, on a beau planifier, hein, Oui, il y a toujours comme des une feuille de imprévus. route, voilà. Comment, sur des circonstances où c'est vraiment pas vous n'avez pas le choix, mais une décision doit être prise, comment vous faites? On réajuste Déjà, le au plan. niveau de vos émotions, comment vous arrivez à réguler tout cela? Comment j'arrive à réguler mes émotions? Non seulement réguler les émotions, mais à prendre la décision de manière efficace. Ouais, les deux ne sont pas tellement dissociables, hein. Il faut d'abord réguler ses émotions avant de pouvoir prendre une décision de manière efficace. Donc, bon, déjà, il faut pas céder à la panique. Si c'est quelque chose qui a trait à la panique, il faut se contrôler. Il faut permettre aux émotions de s'exprimer. Il faut les évacuer. Et puis après, prendre la décision sans se baser sur les émotions, hein. C'est pas sur les émotions qu'il faut asseoir des décisions structurantes. Mhm. Une décision qui doit avoir un impact sur des gens, sur des chiffres importants, sur la société, sur ma personne. C'est pas sur les émotions qu'on va se baser. Mais ça n'empêche pas d'analyser l'impact émotionnel de la décision et de prévoir des mesures derrière Y arriver. pour corriger ou bien pour contrôler cet impact. Mais toujours, moi, je regarde premièrement l'impact. Donc, quand je dis l'impact, ce que j'appelle l'impact, c'est le changement que la décision va produire au-delà de ma personne. D'accord. Au-delà de ma personne, le changement que la décision va produire Oui, sur l'environnement immédiat. dans 1, 3 ans, 5 ans. Si on continue comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Si c'est vraiment un élément externe qui chamboule tout, alors ça appelle un réajustement du plan. C'est déjà arrivé. Bon, C'est moi, déjà arrivé. comme je vous dis, je planifie toujours. Vous pouvez partager un exemple Non, bah, avec nous? Dans ma planification personnelle, quand j'ai commencé dans le marché financier, je me suis dit, autour de 35 ans, je vais être DG d'une société de gestion. D'accord. Voilà. Bon, c'est arrivé à 30 ans. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où je n'ai plus de plan. J'avoue que j'ai paniqué. Ok. Ça m'a pris pratiquement 2 ans Vous pouvez ajuster. pour réajuster le nouveau plan. D'accord. Parce que je me suis retrouvé dans une situation où je ne sais plus ce que je veux, qu'est-ce que je veux réaliser. Avant, tout ce que je faisais était dirigé vers je vais atteindre ce poste-là. Ok. Donc, c'était facile de prendre les décisions. Dès qu'on me propose quelque chose, on m'a déjà proposé des postes, des situations. Est-ce que ça contribue à mon objectif à long terme? Oui, non. La décision est facile à prendre. Mais vu que l'objectif a été atteint, Plutôt que prévu. plutôt que prévu, je me suis retrouvé dans une situation bizarre parce que d'autant plus que dès que j'ai eu cette promotion, Oui. j'ai eu d'autres propositions du même genre, simultanément de beaucoup de personnes. Oui. Donc, je me suis retrouvé dans le doute. Sur quoi je me base pour dire oui ou non, je ne sais plus. Il m'a fallu du temps. Quand j'ai commencé mon MBA, dans cette période de doute-là, c'était un peu une manière de me retrouver aussi, parce que ça m'a permis de me retrouver parmi des gens qui sont dans la même situation que moi. Et lorsqu'on se retrouve là-bas, on discute, on échange, et les échanges sont vraiment très, comment on dit,
très enrichissant. Donc à ce moment, j'ai commencé à y voir plus clair progressivement et j'ai commencé à me définir moi-même ma nouvelle feuille de route pour les 10 prochaines années. Et l'angoisse a commencé à baisser aussi progressivement. Ok. Quand je vous écoute tous les deux, je sens performance. Comment arrivez-vous quand même à maintenir sur une année, sur 12 mois, ce niveau de performance? Est-ce que parfois, à des moments donnés, vous sentez que là, je performe pas? Et c'est vrai que ça va un peu dans le même type de question que je posais, mais je voulais vraiment savoir comment vous y arrivez, comment, quand il y a ces moments-là, comment vous faites? Je pense que partant de votre contrat de performance, Oui. c'est-à-dire votre engagement d'atteindre un résultat donné au cours d'une année, que vous faites un point d'état et que vous n'êtes pas dans la projection, automatiquement vous le sentez. Oui. Et ça appelle de vous, pas vous uniquement, mais de l'ensemble de l'équipe qui accompagne, un réajustement du plan. Donc vous avez une version alpha, une version bêta, etc. Tout pour permettre... Excusez-moi, je vais vous couper. Est-ce que quand je vous écoute, je sens trop plan, mise à jour, amélioration continue. Mais est-ce que ça se répercute de cette même manière dans votre vie privée, dans votre vie familiale? Parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment entreprise. Enfin, c'est entreprise, Oui. mais forcément, lorsque vous adoptez une habitude, elle déteint sur votre environnement, pas forcément négativement, non. Oui. Même quand vous essayez de distinguer ou de faire la part des choses, tout pour le bien de tout le monde. Si une bonne habitude est adoptée, pourquoi ne pas la partager ou accompagner d'autres à faire de même? Parce que, vous savez, vous répondez de certaines personnes. Effectivement. Et vous devez leur apprendre très tôt comment il faut faire, quelle posture adopter. Et moi, personnellement, vis-à-vis des enfants, même si j'essaye de choisir les mots, je tiens toujours le discours vrai. D'accord, donc c'est de trouver le bon ton. C'est de trouver le bon ton pour que la mayonnaise prenne. D'accord. Aussi. Oui. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas très à l'aise avec la planification poussée. Non, pas du tout. Mais je me dis dans la vraie vie, dans la vie familiale, la vie, qu'on puisse pas mettre ce type de planification. Je suis d'accord qu'en entreprise, dans le milieu professionnel, ça se fasse ainsi. Mais est-ce que c'est la même rigueur qu'on ramène à la maison ou dans votre vie privée? C'est pas toujours aussi facile d'imposer un diagramme à tout le monde avec un tableau de bord suivi. Voilà. Voilà. Mais tu sais, même si le tableau de bord suivi n'est pas formellement présenté, on l'a dans la tête, hein. D'accord. Ce n'est peut-être pas partagé avec l'autre, mais on l'a dans la tête et on a les éléments qu'on suit. On suit. Ouais. On a les éléments qu'on suit, que ce soit par rapport à l'éducation, les enfants, l'organisation de la maison et autres. C'est quelque part dans la tête, même si c'est pas écrit formellement, même si c'est pas partagé, c'est quelque part. Et comme je dis, voilà ce que je m'apprêtais à dire. L'un des prix qu'on paye lorsqu'on est dans ce poste-là, dans ce métier, c'est que ta vie privée devient profondément influencée par ta vie professionnelle. D'accord. C'est l'un des prix qu'on paye et tu as tout de suite un besoin de cohérence dans tout ce qui est fait. Tu as besoin de voir la manière dont tout ce qu'on fait est cohérente, est organisé, est structuré et avec une anticipation des impacts et une prise en compte dans l'immédiat des risques futurs. Ok. Du coup, ce n'est plus la même chose, hein.
se retrouve dans un contexte différent où la personne a une plus grande capacité d'anticipation, de planification et forcément ça va se ressentir dans la vie privée, dans l'organisation de la vie privée. Maintenant, vu qu'il y a cet atterrissage en douceur, comme le disait Gaston, Oui. où il faut moduler le discours de manière à ne pas créer la panique en face, Oui. on ne te dira pas forcément qu'il y a un tableau de bord. Mais il faut savoir qu'il y en a un quelque Il y a un part. tableau de bord. Parfait. Performance, suivi, évaluation. Est-ce qu'il vous arrive des moments de loisir? Les moments de loisirs se font de plus en plus rares, je vais dire. Se font de plus en plus rares parce que il faut, quand je prends loisir de manière basique du terme, de plus en plus rare, mais il faut pouvoir s'aménager des moments de qualité. D'accord. Des moments de qualité avec les bonnes personnes. Donc, la famille prioritairement, parce que vous êtes plus absent que présent. Ensuite, les amis et les vrais en griffe. Oui. Parce que vous avez toujours... il faut pas perdre de vue d'où on est parti. Et ces personnes qui ont été présentes sur tout le parcours, Avec vous. il faut rester présent. Et donc, ces moments de qualité, on peut les aménager en instant de loisir, au divertissement, enfin, au voyage. Trouver le moyen De se déconnecter. Exactement, de se déconnecter. Et vous, Monsieur Malik, vous avez des moments de Ah, loisir? mais moi, j'ai été choqué quand Gaston a dit que les loisirs disparaissent. Non, j'ai pas dit qu'ils disparaissaient. Il y en a de moins en Il y moins. en a de moins en moins. Il y en a de moins Il en vous moins. arrive d'avoir des moments de loisir? Ah non, il n'en est pas question. Oui. Les moments de détente sont importants. D'accord. Ça fait aussi partie du travail. Du travail. Oui, le repos fait partie du travail. La détente aussi fait partie du travail. Parce que moi, c'est dans la détente que j'arrive à trouver l'inspiration L'inspiration qu'il faut. pour améliorer le travail. Oui. Donc, moi, non. Bah, Bon, après, lui, il a parlé des moments de qualité avec des amis proches, la famille. Ça, c'est son mode à lui. Bon, quand je pense, comment je veux dire, loisir, Oui. je vais pas me faire une boîte de nuit tous les week-ends. et pourtant, c'est pas un moyen qui t'en manque. Il y a pas de, c'est pas les moyens, mais comme je dis, pour moi, des moments de qualité. Oui, parce que c'est de moins en moins ton fun, en fait. Oui. Ça t'intéresse de moins en moins, c'est ça. Ce n'est moins pas en moins. que les loisirs disparaissent, mais Non, ils tu as disparaissent changé pas. de type de loisir. Mais je veux mieux vous connaître. Quel était le loisir préféré de Monsieur De Souza, qui aujourd'hui tend à Il y a 10 ans. disparaître? Ils ont il y a 10 ans, c'est ça? Je le laisse décider. J'ai jamais trop été peut-être un homme de la nuit en griffe. Oui. Donc forcément ça, depuis la base, je peux sortir, prendre un pot avec des amis, oui, de temps en temps aller m'éclater un peu. Oui. Mais bon, c'est pas une routine que je connaissais depuis toujours. Mais pour me déconnecter, j'aime faire corps avec la nature. La nature. Donc, je peux prendre la route, faire une bonne 30aine de kilomètres, juste pour le plaisir de rouler, de conduire, ou je peux aller visiter une ferme ou quelque chose, pour voir, en fait, qu'est-ce qui se fait en dehors du schéma formel que nous connaissons, tailler, boulot, aller chercher des contrats, négocier, faire de la finance, etc. Parce que en dehors de cet écosystème-là, il y a une vie qui s'anime au-delà. Effectivement. Comment est-ce que ces personnes s'en sortent au quotidien? Est-ce que forcément c'est derrière un bureau, dans un costume, que vous gagnez votre vie, que vous êtes épanoui? Enfin, c'est pas des débats philosophiques, mais pour moi, ça participe à réaliser un certain équilibre. L'équilibre. Voilà.
Je reviens vers Je vous. me déconnecte plus facilement comme ça que... Avec tout ça aussi, c'est des C'est loisirs. des loisirs. Bon, c'est sa manière à lui. Il n'y a pas que s'éclater en boîte qu'on appelle loisir. Loisirs. Bon, tout comme Gaston, je n'ai jamais été depuis étudiant. Hein, ça n'a jamais Enfin, été. je remarque qu'en fait, pour être à ce niveau, fallait pas être de ceux qui sortent la nuit. Serais étonné. Ah non, mais Serais bon, étonné. c'est vrai que Je ne vais pas. Ça dit en que termes ceux de qui... statistiques, on peut pas dire, mais il y en a C'est qui étonnant. étaient... Oui, mais ça dit que ceux-là ne deviennent pas des DG, finalement. Si, Euh, si. Justement, c'est ce que je disais. C'est pas, on ne détient pas de statistiques, Ces milieux-là, mais c'est pas un dans autre. ces milieux-là, se Oui. nouent des relations informelles Oui. qui ont la capacité de propulser quelqu'un de compétent à des postes très élevés. Ok. Ouais, on sous-estime souvent cet aspect-là. Ok. Il y a beaucoup de relations de qualité, de relations, comment je dirais, très perpendiculaires, c'est-à-dire de la base au sommet, Au sommet. qui se nouent dans ces milieux-là. En fait, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Mais bon, c'est pas... en même temps, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on fait là. Oui. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait là. On n'est pas là pour battre le record de consommation d'alcool. Effectivement. Non, en termes de loisirs, moi, comme je dis, j'aime planifier. Planification. Je crois que je vais vous appeler Monsieur Planification. Ouais, j'aime planifier et je m'épanouis dans un certain nombre d'activités que je mène avec des dates bien précises et ça me fait vraiment du bien. D'accord. Par exemple, je joue au tennis 3 fois par semaine Magnifique. et à chaque fois que je joue, je me sens vraiment bien. Ça évacue le stress de mon corps. Je sens le stress quitter mon corps lorsque je finis de jouer au tennis et puis à la fin aller prendre un pot avec des amis, oublier un peu la pression du quotidien, Du quotidien. et le lendemain recommencer tranquille. D'accord. Voilà. Donc mais c'est plus des distractions de ce genre-là. La méditation, j'aime beaucoup méditer les matins D'accord. sur des sujets sur lesquels je tombe comme ça. Moi, c'est le temps à réfléchir en profondeur sur un sujet, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'aime jouer aux échecs sur mon téléphone et aussi j'ai un jeu de... Les mots croisés. Non. Et un jeu comme les mots croisés, mais avec des chiffres. C'est juste des calculs. Plus. Ok, Ah, ça, d'accord. j'adore ce jeu-là. Que je fais au quotidien aussi. Bon, ça, c'est un brain teaser. Ça permet de Booster. de relancer un peu Relancer le le cerveau. cerveau. Quand je sais qu'il y a une réunion tout à l'heure, je fais un peu... C'est comme un échauffement avant que la réunion Avant le vif du sujet. commence. Voilà. J'aime aussi passer des après-midi avec des amis à parler. Oui. On fait des débats philosophiques, existentiels. Je suppose que vous avez le même type d'amis comme vous, sinon les conversations ne vont pas se faire. Hein. J'ai un cercle d'amis assez éclectique, mais c'est vrai que je suis sélectif aussi, donc c'est pas des gens, on n'est pas des gens qui pensent tous de la même manière, D'accord. mais je préfère les gens qui réfléchissent au-delà des réalités du quotidien. Je suppose que c'est pareil pour vous, monsieur Souvent. C'est bien ça. Vous avez, Si les discussions ne peuvent pas aller au-delà de commenter les faits du quotidien, bon, il n'y a pas d'intérêt. il faut pouvoir avoir des discussions constructives. Oui. Faut pas être contre la contradiction. Voilà. Et pour pouvoir se challenger, vous avez d'autres positions. Il faut même aimer la Il contradiction. faut aimer la contradiction. Parce qu'elle est une opportunité d'apprentissage. C'est ça. D'accord. Ouais, tout à fait. Si vous devez me donner 5 rituels ou 5 approches pour mieux entamer 2026, que me direz-vous? Je vais peut-être vous laisser m'en donner 3 et vous 2. Non, laissez-le commencer. On y va, monsieur De Souza. Ben pour moi, aborder une nouvelle année, c'est un nouveau cycle. Oui. Et donc, aborder un nouveau cycle, c'est déjà faire le point sur le premier. Et ça revient toujours.
Planification. Qu'aviez-vous prévu faire? Qu'avez-vous pu faire? Qu'est-ce qui n'a pas été fait que vous pouvez reporter sur... voilà. Et puis, partant de là, vous travaillez sur cette mise à jour-là. Et il est important, en fait, de tenir compte des différentes parties prenantes, que ce soit sur le plan professionnel comme dans la vie privée. Et puis, ben voilà, partant de là, travailler à réajuster et à se projeter davantage. D'accord, déjà planifié comme il a dit. Maintenant, et un point important pour moi, c'est de réduire volontairement les distractions. D'accord. Décider soi-même de réduire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui. Donc finalement, vous rejoignez Monsieur de Souza. Le temps d'attention a tellement baissé. Les gens ne peuvent pas se concentrer pendant 10 minutes sur un sujet. Ils sont tout le temps en train de scroller sur le téléphone et autres. Donc il est important aujourd'hui d'essayer d'augmenter son temps d'attention. Donc procéder par une réduction intentionnelle des distractions. Une bonne programmation bien sûr. Oui. Et que tout ça soit, comment on dit, qu'il y ait des métriques, que tout ça soit chiffré. D'accord. C'est meilleur quand c'est chiffré en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai été concentré 3 heures de temps. Aujourd'hui j'ai été concentré 4 heures de temps. C'est bon quand c'est chiffré. Ça permet de suivre. Oui. Ouais. D'accord. Et les objectifs aussi, quand ils sont chiffrés. Ben, naturellement. Voilà. Donc, de de ça, voilà, j'apprends quotidiennement. Donc, ok, aujourd'hui, j'ai passé 30 minutes à apprendre de nouvelles choses. Donc, se donner une ou deux compétences clés qu'on aimerait développer au cours de l'année. Et avoir un plan de développement de ces compétences-là aussi. Et travailler au quotidien pour y arriver. On sous-estime beaucoup les petits pas. Les gens veulent faire des grands pas brusquement. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai une amie qui se plaignait du fait qu'elle ne maîtrise pas l'anglais, qu'elle aimerait s'améliorer en anglais. Oui. Je lui ai dit, ben, essaie d'apprendre quelque chose au quotidien. Mets ton téléphone en anglais. Tu auras du mal à comprendre. Mais justement, parce que tu as du mal, à chaque fois, tu iras chercher dans le dictionnaire, tu vas apprendre de nouveaux mots. Au bout de quelques semaines, tu n'auras plus de mal à fouiller ton téléphone. Et ça va aller ainsi de suite. Lorsqu'il y a des livres qui t'intéressent en anglais, lorsqu'il y a des sujets qui t'intéressent, cherche les réponses en anglais. Tu ne comprendras pas tout de suite, mais à force de fouiller, ça va venir. Ça va venir. Elle me dit non, elle ne fait pas comme ça, quand elle veut apprendre quelque chose, elle s'enferme quelque part, pendant 3 jours, elle s'enferme, elle mémorise tout, et qu'elle soit maîtrisée. Elle dit, ok, donc ça veut dire que tu prévois aller t'enfermer quelque part pendant un certain temps, et à la sortie, tu seras forte en anglais d'un coup. Allons-y. J'essaie. Essayons voir. Même elle a laissé tomber parce que elle ne voulait pas en fait l'effort quotidien que ça demande. C'est ça qu'elle essayait de fuir. Dans sa réponse, c'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que beaucoup de gens sous-estiment, l'effort quotidien, les petits efforts quotidiens. Tu as décidé de maîtriser la stratégie d'entreprise. Chaque jour, lis un petit truc sur la stratégie d'entreprise. Fais une petite recherche dessus chaque jour. Tu vas avancer. Le niveau auquel tu seras dans un an ne sera pas le même qu'aujourd'hui. C'est clair. Avancer tout doucement et puis prendre le temps. Bon, moi, c'est ma méthode. Chaque jour, je lis quelque chose et puis je prends le temps de méditer sur ce que j'ai lu pour comprendre en profondeur. Et puis tout au long de la journée, je fais les connexions avec mon quotidien. Voilà. Je fais un petit bilan. Le lendemain, je lis encore quelque chose d'autre. Et puis j'avance tout doucement. Je suis convaincu qu'à la fin de l'année, je ne serai pas au même niveau que au même niveau. J'entends souvent dire des jeunes comme nous, ou moins que nous, quand tu connais personne, tu peux pas être DG, tu peux pas arriver à tel niveau de responsabilité. Que diriez-vous à ces jeunes? Ben, ils ne connaissent pas Gaston, alors. Alors, je suis pas le seul. Oui. Je connais peut-être mon cas.
mais je suis celui qui ne connaissait personne où je suis devenu déjà. D'accord. Donc, ça veut dire que on n'est pas forcément obligé de connaître quelqu'un, mais il faut travailler à se faire connaître. Ça, c'est important. Quel que soit le cas de figure, c'est ce que vous savez faire. Oui, Votre personnalité. oui. Est-ce que vous savez vendre, que vous soyez présent ou pas, qui parle pour vous. Je suis sûr qu'au moment de me recruter, après l'étape technique ou les entretiens, ceux qui ont procédé à ce recrutement ont bien, comment je vais dire, recherché, fait une enquête de moralité ou quelque chose, voilà. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non. D'accord. Mais à un moment donné, c'est important pour développer. D'accord? Oui. Et donc, il faut pouvoir travailler justement À se faire connaître. à se faire connaître. C'est le premier pas. Et ensuite, travailler à connaître les personnes qui pourraient vous aider à atteindre davantage vos objectifs. Et vous? Ouais, je vais dans la même direction que lui. Ce que je vais ajouter, c'est que ce qui est important, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là. Merci. Parce que le jour où on prend une décision vous concernant, vous ne serez pas là. Ouais. Donc, il faut déjà travailler à ce que les gens, sans même qu'on ait besoin de les soudoyer ou bien de les convaincre, soient eux-mêmes convaincus que vous êtes la bonne personne, en fait. C'est très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler à avoir une bonne image, une bonne réputation professionnelle. C'est quelque chose sur quoi il faut travailler au quotidien et il faut toujours avoir une vision de long terme. On peut accepter perdre aujourd'hui. Moi, j'ai fait des deals il y a des années où j'ai perdu. J'ai perdu parce que je voulais garder la bonne relation avec la personne. J'ai accepté perdre. Et j'ai eu le résultat après, des années plus tard. Puisque j'ai gardé des bonnes relations avec la personne et puis il a compris que, bon, voilà, celui-ci, c'est un partenaire fiable. N'hésite pas à me recommander plus tard. Donc, ce que j'ai gagné dépasse largement ce que je pensais avoir perdu sur le moment. Tu vois un peu? Donc, c'est très important de comment dire, de construire une bonne réputation. D'avoir mais de bonnes aussi relations. de construire un bon réseau, on va pas se mentir. Quelqu'un dit que si tu connais personne, tu vas pas avoir un bon poste. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais pour connaître des gens? D'accord. Quel effort conscient toi-même tu fais pour augmenter ton réseau? Ton réseau. Personne n'est né avec un carnet d'adresses plein avec des gens qui sont prêts à le recommander. Certes, on est avec des dispositions qui facilitent cela, mais dans l'absolu, tout est faisable. Si vous décidez de cultiver un bon réseau, de vous faire recommander là où il faut, vous y arriverez. À mon avis, c'est pas quelque chose de fermé. Mais ça C'est juste on va à la démonstration de ce que l'on sait faire. Voilà, c'est juste l'effort que ça demande qui, comment dire, qui décourage certaines personnes. Et aussi, ils ont beaucoup de pensées, de croyances limitantes. Il y a des croyances limitantes du style... tous ceux qui ont l'argent, c'est des gens qui ont fait des rituels d'argent. Ceux qui ont des bons postes, ils sont de la franc-maçonnerie. Oui. Des histoires comme ça. C'est de à partir du moment où tu es convaincu de ce genre de fadaise, tu te limites toi-même parce que toi-même, tu te donnes une raison pour ne pas faire l'effort pour arriver à ce niveau-là. Et tu m'étonnes que tu n'y arrives pas. Bien sûr que tu vas pas y arriver. Donc, les pensées limitantes aussi jouent un très grand rôle. Il faut limiter les pensées limitantes, c'est obligatoirement, c'est de changer son cercle. Parce que lorsque vous êtes dans un cercle de personnes qui croient des mythes de ce genre, les discussions avec ce genre de personnes ne vont faire que renforcer ces croyances-là et qui vont vous maintenir dans ce cercle. Il faut discuter avec des gens qui ont déjà réalisé ce que vous aimeriez réaliser. D'accord. Il faut discuter avec des gens qui ont déjà vu des choses que vous n'avez pas encore vues dans la vie. La discussion avec eux enrichit votre horizon, ça enrichit votre vision. Ça vous permet de découvrir ce que vous ne saviez pas. Ça vous permet de comprendre ce que vous ne compreniez pas. Et cela ouvre des possibilités d'évolution. L'évolution. Voilà.
Où est la place de Dieu dans votre quotidien? Ah ben, ça c'est, comment je veux dire, c'est l'épine dorsale. Ou c'est, vous savez, pour la foi, La foi. pour un dirigeant, pour ma part, c'est quelque chose d'indissociable, je veux dire, de tout ce que nous avons dit jusque-là. Parce que parfois, vous avez réellement des moments de doute, le moment de lassitude dont on a parlé et tout ça. Oui. Quand vous n'avez pas votre... ce n'est pas qu'une bouée de sauvetage. C'est quelque chose... Enfin, je sais même pas quelque chose. Il faut s'accrocher D'accord. à Dieu, à sa foi, Dieu. pour se dire, oui, aujourd'hui c'est comme ça, demain ce sera. Mais pour que ce demain soit, qu'est-ce que je fais moi-même pour que ce soit? Donc, on a pour habitude de dire, ben, il faut porter la charge au genou. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus le genou, hein, c'est à la poitrine. Et puis Dieu fera le reste. Ah non, pour moi, la foi, c'est... Importante, indissociable. Et vous, monsieur Amadou? Ouais, bon, tu sais, moi, la croyance, la foi, c'est quelque chose d'assez personnel dans l'expérience. Moi, je considère la présence divine comme mon bouclier. J'ai beau planifier, j'ai beau anticiper, il y a des angles que je ne vois pas. D'accord. Il y a des choses que je ne vois pas, des choses dont je ne suis pas conscient. Malgré tous les efforts que je pense faire, Oui. il y a des choses que je ne vois pas. Et je me dis que ces aspects-là, c'est Dieu qui les voit pour moi. Il y a des efforts que je fais qui ne donnent pas. Il y a d'autres fois, je ne fais pas tellement d'efforts et ça donne plus que la somme de tout ce que j'ai fait comme effort. Moi, je vois la main de Dieu. C'est pour cela qu'à un niveau donné, je me dis, je discutais avec un mentor il y a quelques semaines, je lui disais, parfois j'ai l'impression que c'est carrément mystique cette affaire-là, parce que je poursuis des leads, genre une dizaine comme ça. Oui. La majorité ne donne pas le résultat que je souhaite. Et brusquement comme ça pop ailleurs quelque chose que je n'ai pas poursuivi et qui donne un résultat plus que la somme de tout ce que vous avez prévu au voilà. départ. Moi, je vois c'est la main de Dieu. Et c'est dans les deux sens. Des fois aussi, il m'arrive des choses qui me font mal. Quand ça arrive, je me dis, Dieu a voulu ça pour quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut m'enseigner à travers cette épreuve, cette situation. Plus tôt j'apprends la leçon, plus vite j'avance. Mais si je passe tout mon temps à me morfondre sur la situation, la leçon reviendra encore et encore, jusqu'à ce que je finisse par comprendre. Donc j'ai intérêt, plutôt que de me plaindre ou de m'indigner. Ouais, c'est facile de dire non, moi je mérite pas, moi je connais ma valeur, etc. Le discours courant qu'on a aujourd'hui. Mais moi je me dis plutôt, si cela arrive, ça arrive pour une raison. Et il y a une leçon à tirer de ça. Autant l'accepter pour pouvoir avancer. Autant accepter, autant méditer sur la situation, comprendre la leçon qu'il y a dedans. Et c'est comme ça que je vais progresser. Donc voilà un peu comment mon rapport personnel à la foi. Mais comme je le dis, c'est quelque chose de très personnel. Moi, j'ai eu une éducation très laïque. Je suis un laïque convaincu. À mon avis, il n'y a pas de religion qui soit au-dessus d'autres religions. Et la pratique de la foi, elle est personnelle. On n'a pas à la normaliser. Il n'y a pas de « normalement, tu devrais ». Je pense que c'est quelque chose de personnel. Chacun le fait comme il le sent. Et si ça fonctionne pour quelqu'un, laissez-le continuer dans ce qu'il fait. C'est ça. C'est quelque chose de personnel. Ma dernière question, monsieur Amadou. Quel conseil donneriez-vous à l'adolescent que vous étiez?
Quand j'étais adolescent, j'avais beaucoup de doutes sur la vie. J'avais beaucoup de rêves. Oui. J'avais aussi des doutes. Je ne pensais pas être au niveau où je suis aujourd'hui, aussi vite, tout ça. Je ne pensais pas. Donc, si ça devait retenir, je vais lui dire, crois en toi. Crois en toi. Ce que tu penses, ce à quoi tu rêves, tu peux le réaliser et même plus que ça. C'est ce que j'aurais dit. Crois en toi. Je n'ai pas de regrets par rapport à mon parcours, par rapport à mes choix. Tout ce que j'aurais dit, crois en toi et fonce. Crois en toi et fonce. Et vous, monsieur Dos Souza? Un conseil, remonter le passé, non, remonter le temps plutôt et aller voir l'adolescent que j'étais. Et c'est lui dire d'être moins timide et je vais dire plus ouvert. Plus ouvert. Plus ouvert. J'étais un garçon très timide. Donc, comme Malik, je vais dire l'environnement professionnel m'a permis de m'extérioriser beaucoup plus. Mais j'ai quelque chose qui m'a permis malgré ça d'avancer, c'est ce rapport avec l'aîné. D'accord. C'est-à-dire que quand un aîné te parle, c'est bien parce qu'il a fait déjà un parcours. Oui. Et ça, je vais dire, mes premiers amis étaient bien plus âgés que moi. C'était des personnes responsables. Oui. Et donc, j'ai pu profiter, je vais dire, en griffe, de leurs conseils, de leur expérience et tout, pour ne pas faire certaines erreurs que j'aurais pu faire. D'accord. Et ça, je leur dis merci. Très important. Souvent, quand on est jeune, on pense savoir. On se dit qu'on les aînés, ceux qui sont passés avant nous, on a l'impression, on se dit qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils ne comprennent pas que le monde a changé. C'est vrai sur certains aspects, mais fondamentalement, quand on est jeune, on a plus à apprendre qu'à enseigner. Donc, il vaut mieux écouter. Il vaut mieux écouter. Même quand ce qu'on te dit n'est pas, ne sonne pas comme une musique douce à tes oreilles. Mieux vaut écouter. Et en tenir compte. Et en tenir compte. Toujours. Ben, merci, monsieur. Merci madame. d'avoir accepté de partager avec nous ce moment vrai, véridique. Merci également à vous qui nous écoutez. Nous espérons que cet épisode vous permettra de mieux amorcer 2026. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos interrogations qui feront bien évidemment objet de débat sur ce plateau. Je profite également du moment pour vous souhaiter une très et bonne, heureuse année 2026. À très vite dans un prochain épisode du Cambio Gab.